Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Expresso. Alors nous allons tout de suite commencer l'émission avec les communiqués de cette semaine. Tout d'abord, le samedi 25 février prochain aura lieu la journée pré-novice à Rivière-au-Renard de 8h à 18h à l'Aréna Rosaire-Tremblay de Rivière-au-Renard. Plus de 100 joueurs de la région de 4 à 6 ans participeront à cette journée, dont 11 équipes pré-novices. Ouverture officielle à 11h45 avec présentation des joueurs et des tirages. Bienvenue à tous. Nous avons appris il y a 2 semaines que le député libéral de Gaspé et adjoint parlementaire au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec a été accusé d'avoir pêché l'oursin illégalement. M. Mamlonet n'a pas nié cette accusation. Il admet d'ailleurs avoir pêché de 40 à 50 livres d'oursin l'été dernier, alors que son permis aurait dû être renouvelé en 2000. Selon lui, il ne devait toutefois pas être reconnu coupable puisqu'il pêche une petite quantité chaque année depuis 1980 pour son restaurant et qui n'entrave en rien l'équilibre des écosystèmes. M. Mamlonet devrait comparaître au palais de justice de Percé en avril prochain et s'il est reconnu coupable, il devra payer une amende pouvant atteindre 100 000 $. Suite à cette accusation, le député de Gaspé a choisi de se retirer temporairement de ses fonctions d'adjoint parlementaire à la MAPAC afin d'éviter tout imbroglio. M. Mamlonet se voit tout de même désolé de la tournure des événements, continuant de défendre son point comme quoi l'oursin est une espèce abondante et très peu exploitée dans le Golfe et qu'il l'a utilisée dans le plus grand respect de la faune marine. Reste à voir quelle sera la décision finale du tribunal le 2 avril prochain. Mercredi, le 15 février dernier, avait lieu le point de presse pour le prochain gala reconnaissance des entreprises du territoire de la Côte de Gaspé, organisé par la Chambre de commerce et de tourisme de Gaspé. L'événement aura lieu le samedi 5 mai prochain à la salle multifonctionnelle de Rivière-au-Renard et vise à mettre en lumière les entreprises, les entrepreneurs et les leaders de l'industrie touristique. Ce gala est présenté aux 2 ans et suite au succès de la première édition en 2010, la CCTG a voulu lui donner une identité qui lui est propre. Présenté par Desjardins, cet événement portera désormais le nom du Gala Négotis de la Côte de Gaspé. Ce nom leur a été inspiré du mot latin négotis qui signifie les affaires, mot représentant parfaitement la plus grande soirée reconnaissance du monde des affaires de la Côte de Gaspé, citation tirée de Frédéric Côté, président de la CCTG. Les organisateurs ont également revu chacune des catégories afin d'arriver à trouver des noms qui font un rappel à l'aspect humain qu'ils veulent faire ressortir lors de cette soirée. Il y aura donc 7 catégories pour lesquelles les entreprises pourront déposer leur candidature. La première, l'irrésistible, qui représente une entreprise ou OBNL de l'année, soit dans le secteur du commerce de détail ou des services professionnels, du secteur touristique ou du secteur manufacturier. La prochaine, l'audacieux, souligne l'emplacement de nouvelles entrepreneurs qui a moins de 5 ans en affaires. Le polymath est pour une micro-entreprise, le proactif pour la promotion, l'indispensable qui célébrera l'employé de l'année et aussi l'entrepreneur de l'année et finalement l'accueillant pour son service à la clientèle. Le gagnant de cette dernière catégorie aura été sélectionné par un vote du public qui trouvera bientôt des coupons de vote et des boîtes pour les recueillir dans la plupart des commerces de la Côte de Gaspé. Les entreprises intéressées ont donc jusqu'au vendredi 9 mars à 16h pour déposer leur dossier de candidature et parmi toutes celles qui auront participé, 3 d'entre elles seront retenues dans chacune des catégories. Une même entreprise peut s'inscrire dans plus d'une catégorie. Vous pouvez trouver les formulaires d'inscription dès maintenant aux locaux de la CCTG au 27 boulevard York Est à Gaspé ou encore sur le site de la CCTG, soit à l'adresse apparaissant à l'écran et aussi sur le site de Radio Gaspésie. Le réseau d'observation des mammifères marins ainsi que les phoques de la Gaspésie seront les vedettes de la prochaine émission de la série documentaire Humanima, diffusée sur les ondes de TV5 Québec-Canada. Nous retrouvons dans cette émission Stéphanie Piedesseau, biologiste attachée au rhum, qui se consacre à la protection et à la conservation des mammifères marins du Saint-Laurent et étudie l'impact des activités touristiques en mer afin de minimiser le dérangement auprès de plusieurs espèces marines, notamment le phoque commun.
Dans les décors enchanteurs du Parc Forillon et des îles du Bic, ce documentaire nous entraîne dans l'univers de Stéphanie Piedesseau et de ses collaborateurs à la découverte d'un mammifère marin attachant dont la présence dans le Saint-Laurent est malgré tout méconnue. L'émission sera diffusée sur les ondes de TV5 le mercredi 22 février à 9 h du matin et vous pouvez aussi trouver l'émission sur le site web du Maniement jusqu'au 12 mars prochain à l'adresse apparaissant à l'écran. Une bonne façon d'en apprendre plus sur les espèces habitant nos eaux. On doit adopter la loi 14 avant la prochaine élection, même si la vraie réforme reste à faire, affirme la coalition Québec Meilleures Mines, qui cible l'environnement, un moratoire sur les mines d'uranium et l'établissement d'un fonds souverain à partir des ressources minières comme ses priorités pour l'année 2012. Dans un contexte où les projets miniers se multiplient et se rapprochent de plus en plus du stade d'exploitation, on doit adopter les nouvelles mesures de protection des citoyens et des collectivités prévues par la loi 14 pour éviter que la situation ne s'aggrave. On doit également remettre à l'avant-scène l'environnement, le problème de mines d'uranium dans le plan Nord, ainsi que la nécessité de mettre sur pied un fonds souverain pour les générations futures, affirme Hugo Lapointe de la coalition Québec Meilleures Mines. Le projet de loi 14 et ses récents amendements prévoient des avancées pour mieux protéger les droits des citoyens et des collectivités. Il prévoit également de meilleures garanties financières pour assurer la restauration des sites miniers. Le projet de loi 14 est loin d'être parfait, mais le contexte du boom minier qui se poursuit, combiné à celui d'élections potentielles à court terme et des pressions accrues des lobbies miniers pour tuer ce projet de loi ou pour y insérer des amendements empoisonnés, justifie, à notre avis, son adoption avant le déclenchement de toute élection, affirme Christian Simard de Nature Québec. Avec le boom minier qui se poursuit, le plan Nord qui se déploie à la vitesse grand V et un contexte préélectoral de plus en plus évident, Québec Meilleures Mines juge qu'il est urgent que tous les partis politiques se prononcent sur trois grands enjeux qui occuperont une place importante dans le débat sur les mines en 2012. Premièrement, des projets d'uranium partout sur le territoire du plan Nord. Deuxième, le manque patent d'encadrement environnemental du secteur minier et finalement, l'absence encore à ce jour d'une réelle politique d'enrichissement collectif à partir des ressources minières non renouvelables. La coalition Québec Meilleures Mines interviendra concernant chacun de ces grands enjeux en 2012, tout en proposant des pistes de solutions et des alternatives pour le Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur cette coalition à québecmeilleuresmines.org. Veuillez noter que le centre de ski Béchervaise reprendra ses soirées de ski et de glissade en tube dès ce jeudi 23 février. La soirée débute à 18 h et se termine à 22 h. Prenez note que la cafétéria ouvrira ses portes quant à elle à 17 h. Les autres soirées auront lieu tous les vendredis soirs du mois de mars. Le coût est de 10 $ pour les membres adultes et 8 $ pour les membres étudiants. Et pour les non-membres, les coûts sont de 15 $ pour les adultes et 12 $ pour les étudiants. Et maintenant, allons voir les actualités régionales. Mercredi, le 15 février dernier, avait lieu la visite d'un des candidats dans la course à la chefferie du NPD, M. Thomas Mulcair. Ce dernier a présenté un point de presse au café étudiant chez Oscar du cégep de la Gaspésie et des Îles, lequel a été suivi d'une rencontre avec les étudiants où il venait entre autres les convaincre de l'importance de voter pour l'avenir de leur société. En effet, selon lui, deux situations se sont avérées plutôt alarmantes lors des dernières élections. La première est que le gouvernement Harper ait été voté majoritaire et deuxièmement, que pour le groupe d'âge 25 à 35 ans, 65% des individus n'ont pas voté. Bien qu'ils comprennent qu'à force d'attaquer tout ce qui touche la politique, les électeurs ne savent plus sur quel pied danser, il déclare, et je cite, qu'on est en train de laisser dans votre sac à dos la plus grosse dette écologique, économique et sociale de l'histoire du Canada et vous allez la traîner toute votre vie si rien ne change. M. Mulcair était accompagné de Philippe Thune, député néo-démocrate de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. Le discours de ce dernier allait évidemment dans le même sens, disant que personne n'allait arriver à défendre les droits des gens mieux qu'eux-mêmes et que l'une des façons de faire est d'aller voter. Maintenant en tournée à travers le Québec depuis 4 mois, M. Mulcair affirme que ses déplacements lui ont permis de constater qu'il y a plus de choses qui nous unissent, qui nous divisent. En réponse à la question d'un étudiant présent lors de cette rencontre sur des moyens concrets pour inciter les gens à voter, M. Mulcair a répondu qu'il fallait d'abord et avant tout se rapprocher des gens. Il a dit, encore une fois, « Votre génération est en train de se faire rouler dans la farine par les conservateurs. »
Selon lui, il faut parler avec les gens, comprendre leurs désirs et leurs insatisfactions et travailler à trouver une solution dans la mesure du possible. M. Mulcair s'est aussi prononcé sur certains dossiers, entre autres celui du chemin de fer. À ce sujet, il stipule que ces chemins de fer ont été bâtis dans les années 1800 et qu'on a du mal à les faire fonctionner au 21e siècle, une situation qu'il qualifie d'inacceptable. Sur le dossier de l'éducation et de la hausse des frais de scolarité annoncée par le gouvernement Charest, encore une fois, M. Mulcair déclare que dans un pays aussi riche que le Canada, il est inadmissible que des jeunes soient obligés de choisir si oui ou non ils vont aller à l'école. Pensez-y bien quand la dette moyenne pour des études de premier cycle sillonne autour de 40 000 $. Il encourage donc les étudiants à aller de l'avant avec le mouvement de grève, manière selon lui efficace de se faire entendre. En lien avec cette déclaration, M. Mulcair et Thune ont bien fait valoir leurs deux priorités, la première étant l'accès à une éducation abordable et la deuxième étant la nécessité pour les aînés d'avoir une bonne pension. Et évidemment, ils ont renchéri sur l'importance pour les jeunes d'aller voter. M. Mulcair invite d'ailleurs toute la population à visiter son site web au thomasmulcair.ca pour devenir membre du NPD au coût de 5 $ et ainsi avoir droit de vote lors de la prochaine élection pour la chefferie du Parti néo-démocratique. Il insiste aussi sur le fait que son but n'est pas nécessairement que l'on vote pour lui, mais que l'on vote. À la toute fin de la rencontre et en prévision de cette élection, une étudiante a demandé à M. Mulcair s'il croyait que c'est en rabaissant les autres partis ou candidats lors des élections que l'on arrive à gagner. Et ce dernier a répondu que bien au contraire, le NPD refuse d'attaquer. Toujours selon lui, il y a une différence entre avoir des plans robustes versus faire des attaques personnelles. Donc, si vous désirez en savoir plus sur ce candidat, je vous invite à aller visiter son site web. Le gouvernement Charest a instauré tout récemment une nouvelle stratégie gouvernementale de lutte contre l'intimidation et la violence à l'école suite à la tragédie de la jeune Marjorie Raymond. Sous le thème « L'intimidation, c'est fini, moi j'agis », cette initiative sera divisée en 4 phases : mobiliser, communiquer, légiférer et agir. Bien reçue par les commissions scolaires de la région, cette stratégie débutera notamment avec des publicités sur le web et à la télévision visant le groupe d'âge de 10 à 17 ans et portant sur la cyberintimidation et la violence physique et verbale. Selon Jean Couture, président de la commission scolaire René Lévesque, bien que cette initiative soit positive, il n'en demeure pas moins qu'à la base, c'est le parent qui est appelé à sensibiliser son jeune. Jean-Pierre Pigeon, président de la commission scolaire de Chic-Choc, est lui aussi heureux de cette nouvelle stratégie et dit qu'il s'agit maintenant de légiférer. Il s'agit aussi de voir combien de temps ça risque de prendre avant que cette stratégie prenne place dans les écoles pour qu'on puisse agir. Les publicités de sensibilisation devraient paraître au cours des prochaines semaines. Et maintenant, plus près de chez nous. Lundi matin dernier avait lieu au gîte du Mont-Albert le lancement officiel de la Grande Traversée de la Gaspésie. Nous vous présenterons une petite capsule réalisée par l'équipe de Télégaspé qui est actuellement sur le terrain pour vous donner un bref aperçu de l'ambiance qui y règne. Une capsule différente sera tournée à chaque jour et vous pourrez la visionner quotidiennement sur le site web de la TDLG. Cette capsule sera également diffusée tout de suite après l'émission de cette semaine. Je vous invite également à lire le blog de Marie-Josée Richard sur le site de graphici.ca. Proie des Flammes, il y a de cela 1 an et demi, une nouvelle gare intermodale devrait être construite au même endroit, un projet de la Ville de Gaspé en partenariat avec le ministère du Tourisme et Développement économique Canada. Dans l'optique du développement de tourisme de croisière, cette gare permettrait donc d'accueillir non seulement les passagers du train, mais également les croisiéristes. Cette nouvelle a été annoncée après que le Conseil de la Ville ait adopté un règlement d'emprunt de 6,7 millions de dollars. Selon le maire François Roussy, avec l'aide des 2 paliers gouvernementaux, 80% des frais associés à cette construction devraient être absorbés par ces derniers. Le principal utilisateur de cette gare devrait être Via Rail, bien que cette compagnie ait interrompu ses services suite à l'état précaire du réseau ferroviaire dans la portion Matapédia-Gaspé. Positif face à la demande d'aide financière au gouvernement pour financer les réparations sur le chemin de fer gaspésien, M. Roussy a donc l'intention de débuter les travaux pour la gare intermodale dès le printemps. Et toujours dans la veine de l'animalier, le Musée de la Gaspésie a procédé vendredi dernier au vernissage de sa toute nouvelle exposition illégale, le trafic animal, présentée par le Zoo de Grande-Bay et le Musée des sciences et de la nature de Sherbrooke.
Visant particulièrement le public scolaire ainsi que les familles illégales, le trafic animal est une exposition amusante et interactive qui explique en détail l'enjeu du trafic animal ainsi que ses conséquences sur la diversité des espèces. L'exposition est présentée depuis le 17 février dernier et ce jusqu'au 18 mai 2012, en semaine de 9h à midi et de 13h à 17h et le samedi de 13h à 17h. Pourquoi ne pas en profiter pour aller visiter cette exposition en même temps que vous assisterez au Valley Fest 2012? Puisque nous sommes toujours en plein dans la période, nous revenons cette semaine avec la petite capsule REER que nous vous avions présentée il y a 2 semaines. Question d'informer ceux qui n'auraient pas eu la chance de la voir. Alors bonjour Madame Verny. Bonjour. Donc aujourd'hui on va parler REER. Donc c'est quoi exactement un REER? Le REER, c'est le régime enregistré d'épargne retraite qu'on appelle couramment le REER. C'est un mode d'épargne qui permet de se constituer un fonds pour la retraite, donc pour compléter nos sources de revenus à la retraite. C'est un programme qui est régi par le gouvernement, puis j'oserais dire que c'est probablement la meilleure façon de se constituer un capital pour la retraite. Et pourquoi, moi, est-ce que je pourrais avoir envie d'investir dans un REER? Pourquoi? Parce que, premièrement, le REER, comme je te disais, c'est vraiment pour ta retraite. Si tu te fies seulement aux revenus qui vont venir du gouvernement, ce sera probablement pas suffisant pour combler tes besoins à la retraite. Donc, le REER, à ce moment-là, fait office de placement pour combler ce besoin-là. Il y a 2 grands avantages. Le premier, c'est que ça vient réduire ton revenu imposable. Donc, tout montant que tu investis dans ton REER va te permettre souvent d'avoir une économie d'impôt à ce niveau-là. Comme par exemple, si je gagne 100 000 $ par année, j'investis 10 000 $ dans mon REER, donc je suis imposée sur 90 000 plutôt que sur 100 000 $. Tout à fait, tout à fait. Il y a un deuxième grand avantage aussi qui est que les revenus qui sont produits par le REER ne sont pas imposables. Donc, c'est à l'abri de l'impôt jusqu'au moment où tu vas les retirer. OK. Puis à ce moment-là, il y aura des stratégies. C'est ça. À ce moment-là, quand vient le moment du retrait, on regarde avec les personnes comment on peut établir des stratégies qui vont faire que ça va être efficace et avantageux pour savoir comment bien faire les retraits. OK, parfait. Et qui est admissible? Qui peut cotiser à un REER? Toute personne qui est âgée de 71 ans et moins, qui a un revenu gagné au Canada, même s'il n'est pas résident ici, peut contribuer au REER. Dès qu'on a un revenu qui est admissible au cours de l'année précédant les cotisations, jusqu'à son 71e anniversaire, on peut contribuer. OK. Puis il n'y a pas d'âge minimum? Je pourrais avoir... Si tu as un revenu gagné admissible, tu peux faire des cotisations à ton REER. OK. Quand on parle d'admissible, c'est vraiment un revenu gagné au Canada. Exactement. OK. Et comment je peux cotiser dans ce cas-là à mon REER? Comment tu peux contribuer à ton REER? C'est-à-dire que le montant, c'est un montant qui est établi par le gouvernement, d'accord? Donc là, il faut distinguer à savoir est-ce que tu as un fonds de pension avec ton employeur ou non. Le premier cas, si tu n'as pas de fonds de pension avec ton employeur, ça va être calculé avec 18 % de ton revenu gagné de l'année précédente. OK. Jusqu'à un plafond. Pour 2011, le plafond est de 22 450. Pour 2012, il passe à 22 970. OK. Si tu possèdes un fonds de pension avec ton employeur, ça va être toujours ce même 18 %-là, mais duquel on va déduire un facteur d'équivalence qui est calculé selon la contribution que tu fais au régime de l'employeur. D'accord? OK. Ça a été établi pour qu'il y ait une certaine égalité dans ce que les gens peuvent contribuer au REER. D'accord? C'est-à-dire que si tu es travailleur autonome, tu n'as pas de fonds de pension avec ton employeur, tu peux contribuer jusqu'à un maximum 18 % de ton revenu. Si on faisait la même chose avec ceux qui ont un fonds de pension, ça deviendrait inéquitable. OK. Et puis, qu'est-ce qui arrive si y a des REER que j'ai pas pu cotiser pendant une année? Si tu n'as pas pu cotiser à tes REER, depuis 1991, ça devient des cotisations inutilisées, d'accord? Donc, tu peux reporter ces droits-là. Tu ne les perds pas, ils se cumulent d'année en année. Donc, tu peux décider, quand tu as un certain droit qui se cumule à chaque année, exemple, si tu gagnes 100 000 $ cette année, tu vas avoir 18 % de ce revenu-là, si tu n'as pas de fonds de pension.
Si tu ne peux pas le faire au maximum, exemple, si tu peux cotiser seulement 10 000, bien, il y a un 8 000 qui va demeurer en banque pour les années subséquentes. OK, donc c'est vraiment mon maximum à moi et c'est pas le plafond dont on parlait. C'est ça, c'est toujours selon ton revenu à toi. D'accord? Le plafond, c'est un plafond général, c'est une règle de base établie, mais toi, comme individu, tu as tes maximums à toi qui ne doivent pas dépasser les plafonds établis par le gouvernement. OK, excellent. Il y a aussi, si tu veux connaître ces montants-là que tu peux contribuer, d'accord, c'est que tu peux le faire, tu regardes au niveau du dernier avis de cotisation que l'Agence Revenu du Canada te fait parvenir. Okay. Il va y avoir une rubrique qui est État maximum déductible au titre des REER, et là, tu vois le montant maximum que tu peux contribuer à ton REER pour l'année. Okay. Si tu n'as pas cet avis-là, tu peux aussi rejoindre l'Agence du Revenu du Canada. Il y a un numéro 1-800, c'est le 1-800-267-6999, ou visiter le site là, de l'Agence Revenu du Canada. Et là, tu peux avoir le montant maximum. OK. Puis le site de l'agence, c'est... le cra-arc.gc.ca. C'est dans la rubrique Mon dossier. Donc, là, on est dans la période de REER en ce moment-ci. C'est quoi les dates à retenir, là, les dates... C'est ça, on dit souvent que c'est la période REER actuellement, sauf que la période, exemple pour l'année 2011, tu peux contribuer du 1er janvier au 31 décembre de l'année, et tu as aussi la possibilité des 60 premiers jours de l'année suivante, d'accord, pour pouvoir déduire de l'année précédente. 2011, 1er janvier au 31 décembre 2011, plus 1er janvier au 29 février 2012. On est une année bissextile, donc ça constitue les 60 premiers jours de l'année suivante qui permet de déduire pour 2011. Donc, supposons, moi, je voudrais cotiser là, il faudrait que je le fasse... Il faut que je le fasse après le 1er février. C'est-à-dire que si tu veux que ce soit déductible pour ton année 2011, il faut que tu le fasses avant le 29 février de cette année. D'accord? Sinon, ça va être déductible pour ton année 2012. Au 31 décembre. Exactement. Et là, dans le fond, les 60 premiers jours de cette année, tu as toujours le choix de savoir si tu veux les déduire pour ton année 2011 ou si tu les bases pour ton année 2012. OK. Puis, quand prend fin le régime? Le régime, bien, dans le fond, c'est soit tu as le droit d'avoir un REER jusqu'au 31 décembre de l'année où tu atteins l'âge de 71 ans, ou c'est à ton décès. D'accord? Puis là, on parle du 31 décembre là, où tu atteins l'âge de 71 ans, et là, ça ne se termine pas complètement à ce moment-là. C'est juste qu'on transforme ça dans un fonds enregistré de revenus de retraite, parce qu'à partir de ce moment-là, tu es obligé de commencer à faire des retraits. OK. Puis en cas de décès, justement, qu'est-ce qui arrive avec les REER? En cas de décès, ça dépend comment la personne a décidé de répartir ses biens. Ça peut être roulé au conjoint. Si c'est roulé au conjoint, ça va l'être sans impact fiscal. D'accord? Si c'est un conjoint ou à une personne à charge, un enfant mineur à charge, sinon, ça va être imposable au taux de la succession avant d'être remis aux héritiers. Exactement. Puis, est-ce qu'on peut cotiser dans un REER pour notre conjoint? Tout à fait. Le REER, on peut le contribuer à son nom personnel, on peut le contribuer au nom de son époux, de son conjoint de fait. Quand on cotise au nom de son époux, là, ça veut dire qu'on est marié à ce moment-là, il n'y a pas de problème parce que de toute façon, s'il arrive séparation, ça entre dans le partage du patrimoine familial. Je mets par contre un bémol sur les gens qui sont conjoints de fait, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment un cadeau. Il n'y a pas de partage du patrimoine familial. Donc, si on est un couple, je contribue au REER pour toi. On n'est pas mariés, on se sépare, le REER t'appartient. Moi, j'ai plus ces droits-là, puis j'ai plus le montant d'argent non plus. Donc, petit bémol pour les conjoints de fait. Et tandis que si on est marié, on se sépare... Ça va dans le partage du patrimoine familial, donc ça devient à moitié-moitié. OK. Intéressant. Et là, on parle vraiment d'un régime d'épargne retraite. Est-ce qu'il y a d'autres utilités que la retraite? Est-ce qu'on peut cotiser quand même dans un REER si on n'a pas de plan de retraite nécessairement? Bien, c'est-à-dire que tu peux décider de cotiser dans un REER. Souvent, les jeunes, ça peut être un bon moyen pour accéder à la propriété. Il y a le régime d'accession à la propriété qui existe et qui permet à l'achat d'une première résidence de prendre une mise de fonds de 25 000 $ provenant des REER pour accéder à la propriété comme mise de fonds. À ce moment-là, c'est un retrait qui se fait sans impôt et qui doit être remboursé sur 15 ans. Ça, c'est une première autre utilité que la retraite. Il y a aussi, pour le régime d'encouragement à l'éducation permanente, donc le REEP, ça permet de retirer jusqu'à un montant de 20 000 $ justement pour financer un retour aux études
et ça, c'est remboursable sur une période de 10 ans. OK. OK. Puis si, supposons, j'ai un projet de voyage ou des projets autres que les études ou une maison, est-ce que ça vaut la peine aussi d'investir dans un REER ou on est mieux de... Bien, le REER, je te dirais que c'est souvent retraite et tout ça. Si tu viens me voir puis que tu me dis je voudrais partir en voyage et tout ça, peut-être qu'à ce moment-là, comme tu vas devoir retirer cet argent-là à court terme, on va peut-être plus te diriger vers un CELI, un compte d'épargne libre d'impôt, qui va faire que tu n'auras pas d'impôts à payer au moment où tu vas les retirer. Okay. Parce que le REER, dans le fond, le gros avantage du REER et pourquoi c'est fiscalement avantageux, c'est qu'au moment où tu investis dans ton REER, tu as un taux d'imposition qui est plus élevé. Tu es sur le marché du travail, revenu plus élevé, tu paies plus d'impôts. Quand tu le retires à la retraite, normalement, tes revenus sont plus bas. Donc, à ce moment-là, tu paies moins d'impôts. C'est ça le gros avantage du REER. Faire une économie d'impôts sur un salaire qui est plus élevé au moment où tu contribues à ton REER et le retirer avec un taux d'impôt qui est plus bas parce que tu as moins de revenus à la retraite. OK. Bien, excellent. Je pense que ça a bien répondu à mes questions. C'est très pertinent. Je pense qu'il y a beaucoup de gens à la maison qui vont être contents d'en apprendre plus sur ces placements-là. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Et au plaisir d'en rediscuter ensemble. Parfait, merci. Merci.